T'as pas froid, là? Non, T'as les jambes qui flageolent. Impeccable. Ah, ça va? T'as pas trop de vent? À 73 ans, Ah, papa. Gilles Tourny souffre d'une maladie neurodégénérative. Les oiseaux, ça chante, là. C'est soutenu par sa femme, Simone, et leurs 2 filles, qu'il parvient encore à profiter tous les jours de son endroit préféré, son jardin. Coucou. Tu les écoutes? Ah, papa. Tu les écoutes? Coucou. Ah, toujours. T'aimes bien faire ton petit tour dehors? Oh oui. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Tu vois, il était tout le temps dehors. Bah oui. Depuis 6 ans, l'homme est mis en examen pour l'assassinat de son voisin. Gilles Tourny a toujours clamé son innocence et d'autres suspects potentiels pourraient avoir été écartés trop rapidement. J'espère vraiment que ça soit reconnu. La vérité. Peut-être froid. Ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, qu'ils puissent s'en rendre compte. Voilà. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ils ne méritent pas ça. On remonte? Ouais, c'est pas... Allez, on y va. Tout a commencé le 25 mars 2016, quand Fernand Mourao, 60 ans, est découvert mort chez lui. La veille, il avait rendu visite à Gilles et Simone. Les 2 familles vivaient l'une à côté de l'autre depuis 40 ans, à Châteaumeillan, une petite ville du Cher, et étaient devenues amies. Simone se souvient que quelques heures avant sa mort, Fernand ne semblait pas préoccupé. Il est venu boire le café, comme souvent avec Gilou, il se parlait à la barrière, puis après d'un seul coup il lui disait « tu veux venir boire un petit café ?» ou un truc. Et donc il était assis là. Et donc c'est vrai qu'il il nous a bien parlé. Moi je revois tout ce qui... Je le revois et je me rappelle tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a dit. Fernand était là et puis mon mari était là. Selon Simone, Gilles et Fernand conviennent de se revoir pour bricoler ensemble. Mais le lendemain matin, Fernand ne vient pas. Eh bien mon mari il revient, il me dit « Fernand n'est pas là ». Et alors il dit il est peut-être parti à Paris parce que de toute façon il n'y a pas la voiture. Mon mari s'est pas inquiété de plus, il pouvait dire qu'il venait puis qu'il venait pas, c'était pas grave ça. Le jour suivant, toujours pas de traces de Fernand. D'ordinaire, il rend visite tous les matins à sa sœur Adélia. Inquiète, elle décide de se rendre chez lui, accompagnée de sa sœur cadette. On est rentré dans la cour, on a été faire demi-tour derrière. Effectivement, on a vu que c'était tout fermé. C'est moi qui lui ai dit, écoute, appelle Gilles à côté. Et effectivement, elle l'a appelé, il est venu tout de suite. Il a été directement à la porte, il a frappé et il est ressorti pas longtemps après. Il a fait des mains, venez pas, venez pas, venez pas. Il y a du sang partout. Et où j'ai vraiment compris que c'était fini, c'est quand les pompiers sont arrivés, qu'ils allaient descendre le brancard et que les gendarmes ici ont dit non. Et là, j'ai su que c'était fini. Fernand Mourao gît à terre, dans son salon, dans une mare de sang séché. Il a 2 balles dans la tête. 2 autres balles ont été tirées depuis l'extérieur, à travers cette porte-fenêtre. Une véritable exécution. Adélia et sa jeune sœur, Marie-France, sont alors persuadées de savoir qui sont les assassins. Marie-France, elle a été sur la route, elle s'est mise à crier. Ils nous l'ont tué, ils nous l'ont tué. Les manouches l'ont tué, pas lui, ils l'ont tué. Les 2 sœurs désignent aux enquêteurs un couple issu de la communauté des gens du voyage, les seules personnes qui, selon elles, avaient un intérêt à éliminer leur frère. Éric S. et Sabrina N. Éric était un collègue de travail de Fernand dans une entreprise de BTP et était devenu un ami. Mais en 2010, en secret, Fernand Mourao, divorcé de longue date, noue une relation amoureuse avec sa compagne Sabrina. 1 an plus tard,
La jeune femme donne naissance à un garçon et, sans rien dire à son compagnon, confie à Fernand qu'il en est le père. Pendant 3 ans, le retraité s'occupe de l'enfant régulièrement. Il venait là avec l'enfant, c'était tout à fait normal. Voilà, c'était, comment vous dire, c'était quelque chose, c'était son fils, le petit l'appelait papa. Il l'emmenait, vous voyez, comme il avait un tracteur, il montait son tracteur, et puis il était gaga, comme on dirait, gaga devant ce gosse. Il en était raide fou, quoi. En 2014, la jeune femme décide de révéler la vérité à son mari. Jean-Baptiste était à l'époque le meilleur ami de Fernand. Là, monsieur apprend qu'il n'est pas le père légitime du petit garçon. C'est ce jour-là, d'ailleurs, où il pète un peu un câble, où verbalement, il lui annonce qu'il va lui mettre un coup de fusil. Et qu'est-ce que Fernand lui a répondu? Viens, je t'attends. Il avait l'air de prendre ça au sérieux? Fernand, non, pas du tout. Il craignait pas Eric et il m'avait dit, de toute façon, il ne le fera pas. Le couple coupe tout contact avec Fernand Mourao. Le retraité ne peut plus voir son fils. Il engage une avocate, maître Sylvie Rouault, et entame des démarches pour obtenir une garde partagée. Il emmène 2 photos de l'enfant. La ressemblance, elle est assez frappante, hein. Bon, c'est une procédure qui n'aurait pu que avoir une issue favorable pour le client. Le juge était obligé de désigner un expert pour une analyse biologique. On aurait annulé la reconnaissance de paternité de monsieur qui devenait reconnaissance mensongère. Donc on l'aurait annulé. Sur l'acte de naissance, on aurait dit que le père de l'enfant est monsieur Mourao. L'avocate assigne le couple le 15 février 2016. 1 mois plus tard, Fernand Mourao est abattu. Je revois encore ma secrétaire rentrer dans mon bureau et me dire « Monsieur Mourao a été tué ». Ma réaction immédiate vis-à-vis de ma secrétaire, c'est de dire « C'est lié à notre dossier. C'est à cause de notre assignation ». Quelques jours après l'assassinat, les gendarmes de Bourges placent le couple en garde à vue. Tous deux affirment que le soir des faits, ils étaient chez eux, dans cette maison située à 25 minutes de route du lieu du crime. Des prélèvements révèlent d'infimes traces de poudre sur la main de Sabrina et sur le jean d'Éric. Mais ils avancent une explication. Éric raconte que 2 jours plus tôt, il a tiré avec son fusil de chasse sur un renard qui rôdait dans leur jardin. Après 48 heures de garde à vue, ils sont relâchés sans charge. Pendant plusieurs mois, l'enquête patine. Elle va basculer en juin 2016, quand une femme appelle la gendarmerie. Elle a des révélations à faire sur Gilles et Simone Tourny, les voisins et amis. Elle raconte qu'il y a 30 ans, Gilles a couché avec la femme de Fernand et qu'à l'époque, pour se venger, Fernand a eu une relation avec la femme de Gilles, Simone. Placée sur écoute, Simone confesse à sa fille qu'elle a peur d'être soupçonnée à cause de cette vieille histoire de tromperie et que Gilles possède des armes du même calibre que celui qui a tué leur voisin. Le 8 février 2017, Gilles Tourny est mis en examen pour assassinat et placé en détention. À l'époque, nous avions rencontré Simone Tourny, qui affirmait alors que son mari n'avait aucune raison de s'en prendre à Fernand. C'est une erreur de jeunesse, hein. Bon, mon mari avait fauté, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est pas mieux, puisque j'ai voulu... j'ai fait la même chose, quoi, je veux dire. Mais c'est quelque chose qui n'a pas duré, qui n'a pas séparé notre couple. On a surmonté tout ça. Voilà. Il n'en a pas voulu à Fernand. Enfin, ça, peut-être sur le coup, peut-être qu'il y a eu un petit froid, voilà, mais certainement, hein. Selon Simone, elle et son mari étaient malgré tout restés profondément amoureux. Vous pouvez regarder la date, il est de 2009. Les 1001 mots doux de Saint-Valentin. Vivre avec toi, c'est vivre le bonheur. Merci d'avoir cru en moi, toi, ma Valentine, pour toujours. Je t'aime, Gilles. Ça, c'est à Saint-Valentin en 2015, il y a la date dessus.
Ça, c'est à Saint-Valentin en 2016, pour nos 40 ans. La maison des Tourny est perquisitionnée. Plusieurs armes sont découvertes. Peut-être tiroir et peut-être là. Mais pas l'arme du crime. Il n'y a aucune preuve matérielle contre Gilles Tourny. Après 4 mois de détention, il est remis en liberté. Il était alors en bonne santé et répétait qu'il était innocent. Je vous garantis, c'est pas moi qui ai fait ça. Et je voudrais bien qu'il trouve qui que c'est. Ça soulagerait sûrement beaucoup de monde et puis ça ferait du bien à tout le monde. Est-il sincère? Dans cette petite ville de 2000 habitants, 2 camps se forment. Les pour et les anti-Gilles Tourny. Marie-France est la sœur cadette de Fernand. Elle découvre à l'époque certaines écoutes téléphoniques de Simone Tourny. Celle-ci aurait notamment sous-entendu que Fernand cherchait toujours à flirter avec elle. Lors d'une conversation téléphonique qu'elle a avec sa fille, une de ses filles, la Tourny dit qu'elle est plus tranquille et soulagée depuis que mon frère n'est plus là. Comment on peut dire des choses horribles comme ça? Et puis elles se mettent à rire. Donc là, on ne comprend plus. Là. On a dit, mais qu'est-ce que mon frère a pu lui faire pour qu'elle dise des choses horribles comme ça. Enfin, voilà. Et puis, à la fin de sa garde à vue, elle dit aux enquêteurs, « Ben oui, avec tout ce que vous me dites, je commence à avoir des doutes. Mais comment peut-on douter de son mari, sachant qu'il a passé la soirée avec elle ?» Donc là, on se dit, bah ouais, c'est peut-être lui. Mais à Châteaumeillan, de nombreux habitants ne croient pas à la culpabilité de Gilles Tourny. Parmi eux, Hervé, un autre voisin et ami de Gilles et Fernand, là, c'était là, qui les a vus ensemble 2 jours avant le meurtre. Moi, je me suis arrêté ici avec le camion. Je venais juste de m'installer à mon compte. Et ils étaient en train de discuter tous les deux, à peu près au niveau du pignon de la maison. Comme je partais travailler, je me suis arrêté leur dire bonjour. Et ils m'ont dit d'aller bosser pour gagner leur retraite. Je suis reparti. C'était ça, c'était régulier. Hein. Vous avez jamais observé de tension entre eux? Ah non. Ah non, non, absolument pas. Ah non, 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 jamais. Les enquêteurs pensent que si Gilles n'avait pas commis le crime, il aurait forcément dû entendre des coups de feu ce soir-là. Pourtant, il jure n'avoir rien entendu. Et selon Hervé, c'est tout à fait possible, comme il a pu le constater le jour de la reconstitution. Ils ont fait les essais de tir, extérieur et intérieur. J'ai été très surpris. Il n'y a que dans notre chambre, télé éteinte, où on entendait un petit, comme un pétard, mais à l'extérieur. D'autres habitants créent un comité de soutien qui dénonce une erreur et un acharnement judiciaire contre les Tourny. Les 2 filles du couple, Nelly et Valérie, pointent du doigt le gendarme qui dirige alors l'enquête. Les 2 femmes l'accusent d'avoir voulu tout interpréter dans le sens de la culpabilité de leur père. Il a beaucoup insisté sur les écoutes, où il voulait me faire dire que j'avais dit ça avec maman et j'ai pas voulu signer, puisque je n'ai pas entendu l'écoute et que je n'ai pas lu la phrase non plus, je n'ai lu que des morceaux de phrases. Moi, je sais que c'est avec moi que ma mère a eu cette conversation. Elle n'a jamais rigolé au téléphone de la mort de Fernand et elle n'a jamais dit qu'elle était soulagée de la mort de Fernand. Ça a été du harcèlement et de la pression psychologique pour essayer de faire dire des choses peut-être qui étaient des choses fausses. Que maman, c'est vrai qu'elle a dit à un moment « Arrêtez, vous allez me faire douter ». Mais elle ne l'a pas dit dans le sens qu'elle doutait de papa, parce qu'elle n'a jamais douté de lui. Mais quand on vous dit, on vous répète les choses, des fois on n'a peut-être pas forcément non plus les bons mots pour dire stop, arrêtez là, parce que j'en peux plus. Leur avocat, Sylvain Cormier, souligne l'absurdité de la vingtaine d'éléments à charge retenus contre son client. Le point numéro 1, Gilles Tourny n'a pas porté assistance à la victime lorsqu'il a découvert le corps. Donc on a un cadavre avec 2 balles dans la tête. Il aurait fallu que Gilles Tourny fasse, je ne sais pas quoi, massage cardiaque ou bouche à bouche, pour que ce ne soit pas suspect aux yeux de l'enquêteur.
Alors le 5, c'est toujours n'a pas. Il n'a pas sorti les chiens sur la route, mais uniquement dans sa cour. On vous dit, voilà, est-ce que vous avez promené les chiens? Je ne me rappelle plus trop. Il faut se rappeler, monsieur, c'est très important. C'était il y a 18 mois, machin. Bon. Et alors, vous les avez sortis ou pas? Non, je ne crois pas que je les ai sortis. Peut-être dans la cour. Ah, que dans la cour? D'habitude, vous les promenez autour de la maison. Ouais, mais là, que dans la cour. Pourquoi, monsieur? C'est très bizarre, ça. Voilà, donc ça, c'est un élément de grave suspicion. Donc, 12, Gilles Tourny aurait pu avoir possédé une arme de poing non retrouvée. Moi aussi, vous aussi, n'importe qui. Il n'a pas d'arme, mais peut-être qu'il aurait pu en avoir une. Mais c'est érigé en indice. On dit c'est un indice. Il aurait pu en avoir une, oui. Voilà comment on peut résumer les 21 points de démonstration qui sont détaillés sur près de 30 pages. Hein. Chercher un indice grave ou concordant là-dedans, il n'y en a pas un. L'avocat demande l'annulation de la mise en examen, en vain. Début 2019, la juge veut clore l'instruction et renvoyer Gilles Tourny devant une cour d'assises. Mais 2 nouveaux éléments vont une seconde fois orienter les soupçons vers Sabrina et Éric, le couple placé en garde à vue au tout début de l'enquête. Persuadée que l'instruction a été bâclée, la sœur de Fernand Mourao, Adélia, engage pour 6 000 € un expert en analyse ADN pour relire le dossier. Il s'avère que le mélange d'ADN caractérisé à partir... Cet expert relève qu'un ADN très similaire à ceux d'Éric et Sabrina a été retrouvé à l'intérieur du domicile de Fernand Mourao. Donc vous avez le même ADN sur la poignée de porte de mon frère intérieur, le même ADN que sur la poignée de porte de leur véhicule côté conducteur. Cet ADN est ensuite identifié comme celui de la fille aînée du couple, âgée de 9 ans à l'époque. Cette découverte est capitale, car Éric S. et Sabrina N. déclarent n'être jamais retournés chez Fernand depuis 2014, 2 ans avant sa mort. Auraient-ils menti? Se seraient-ils rendus avec leurs enfants chez Fernand juste avant sa mort? Les sœurs de Fernand en sont convaincues. Surtout depuis que Marie-France a découvert, en 2020, des photos de la scène de crime qui laissent penser que le fils illégitime de Fernand était chez lui le jour de sa mort. Sur une photo, il y a 2 ballons. 2 ballons qui appartenaient au fils à mon frère. Sur la table de salon, il y avait un vieux téléphone. C'est quand il avait son petit, il lui donnait pour qu'il joue. Il y avait dans la cuisine du chocolat, mon frère en mangeait jamais. Et il y avait une bouteille de sirop. Le mardi soir, je suis allée chez mon frère. Et la maison était rangée, c'est moi qui lui faisais le ménage, donc je savais comment c'était. Et il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de téléphone, tout était rangé, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de sirop. Donc pour moi, j'en suis certaine, il a vu son fils le mercredi après-midi. Fernand Mourao aurait, selon toute vraisemblance, été tué quelques heures plus tard. Éric S. et Sabrina N. n'ont jamais été réinterrogés à ce sujet. Ils vivent toujours à 25 minutes de Châteaumeillan, avec leurs 4 enfants. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi l'ADN de votre fille, il est chez Monsieur Mourao. Je comprends pas. Moi non plus, parce que il y avait longtemps que je n'y causais plus. Vous n'avez pas du tout été chez lui? Ah non. D'accord. Ah non. Vous aviez des raisons de lui en vouloir? Au départ, oui. Je l'ai menacé un coup. J'ai dit, si je serais devant moi, j'y mettrais même un coup de fusil. J'ai dit. Je vous le dis. Comme si je vous le dis là. Mais c'est sur la colère. Mais tous les deux, cette histoire de procédure vis-à-vis de votre fils, ça devait vous bouleverser quand même. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était fait, c'était fait. Hein. Mon fils, 11 ans, c'est comme si c'était mon fils. Alors je m'en branle royal. Ça commence à me saouler, c'est comme rien. Ça serait moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Hein. 7 ans se sont écoulés depuis le meurtre, 5 juges d'instruction se sont succédés et Gilles Tourny n'est plus en état de se défendre. Pour ses médecins, la progression rapide de sa maladie est la conséquence du choc psychologique lié à sa mise en cause et à son incarcération. On essaye de remarcher un petit peu dehors? Hein? Oui. Oui. Hein? Ça te ferait plaisir? Oui. L'homme qu'on a connu 7 février 2017 avant l'arrestation et l'homme qui est là aujourd'hui, ça fait que 6 ans, mais ils l'ont détruit. Il est détruit. Voilà. On sait qu'il souffre, même s'il ne l'exprime pas.
Parce qu'il a des moments, des mots, des regards, des larmes qui coulent. Et on se retient. Vous pensez que les jours de votre père, ils sont comptés aujourd'hui? On va pas se mentir. On est toutes les deux dans le médical, donc on a compris. Hein. On a compris, donc ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être... on sait que ça peut être... voilà. Il y a des fois, on peut même pas le lever. Simone Tourny réclame aujourd'hui à la justice, en urgence, la démise en examen de son mari. Surtout qu'on reconnaisse que ce n'est l'erreur qui a été faite sur mon mari, pour qu'il retrouve son honneur, pour qu'on retrouve notre honneur. Et je ne veux pas qu'il parte sans savoir qu'on sait que c'est pas lui. Et je veux aussi la vérité. Je veux pouvoir lui dire, je ne sais pas s'il comprendra tout, mais je lui ferai comprendre. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il meure? Peut-être non. C'est ça? Ça va? Ouais. Si Gilles Tourny venait à décéder, le risque serait alors que la justice décide de clore l'enquête sur la mort de Fernand Mouraod.